est jeune, ambitieux et aspire à emprunter les plus hautes marches au sommet de l'État. Il était candidat à la présidentielle ivoirienne, candidature qui, in fine, n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel. Notre invité, ingénieur, génie électrique et informatique industriel, entrepreneur aussi, a créé un mouvement citoyen appelé 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire, un mouvement qui veut mettre un terme à un cycle. De quel cycle s'agit-il? Quelles sont les idées motrices qui caractérisent notre invité et son groupe? Quelle analyse et commentaire fait-il de la situation sociopolitique actuelle? Serge Djibré répond à toutes nos questions sans réserve ce soir. Serge Djibré, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Tout d'abord, on vous permet à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. OK. Le plateau de Sans réserve de ce jour reçoit Serge Djibré, entrepreneur ivoirien évoluant dans le domaine de la technologie numérique, membre de plusieurs cercles de réflexion. Innovateur plusieurs fois distingué au plan national et international, Serge Djibré est soucieux des questions de société en Afrique. En mai 2020, il met en place une plateforme citoyenne dénommée 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire, qui a pris son envol via les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs sous la bannière de ce mouvement citoyen qu'il fait acte de candidature à la dernière présidentielle en Côte d'Ivoire, mais voit son dossier rejeté par le Conseil constitutionnel. Malgré cette donne, les 1000 volontaires n'ont cessé de réclamer un dialogue politique entre les leaders politiques ivoiriens au lendemain de cette présidentielle pour préserver la paix dans la paix. Le renouveau politique est le leitmotiv de la structure que pilote Serge Djibré, l'hôte de ce numéro qui sûrement répondra sans réserve aux questions. Serge Djibré, on vient de l'entendre dans le sujet, vous n'avez de cesse de réclamer un dialogue politique entre les principaux acteurs politiques ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'heure est au dialogue. Est-ce que d'abord, vous prenez part à ce dialogue qui a été lancé lundi dernier? Alors, à notre corps défendant, on dira non. On dira non, et puis d'ailleurs, c'est avec désolation que nous le disons. Parce que je crois que le dialogue auquel on appelait, c'est un dialogue qui doit être beaucoup plus large que ce cycle de rencontres connu depuis tant d'années. Donc nous appelons à un vrai dialogue. Cette fois-ci, c'est un dialogue qui devrait partir de toute la classe politique à tous les citoyens que nous sommes. Est-ce que quand vous dites dialogue, vous faites allusion au fait qu'on doit vous intégrer, vous? C'est une manière pour vous de vous positionner? Pas nous. L'échiquier politique? Alors, pas particulièrement nous. Il y a de nombreuses structures, nombreuses personnes qui ont fait montre de leur envie de participer au débat politique, au débat sociétal. Ils ont légitimement leur place dans ce débat-là, si on veut pouvoir mettre la nation sur les rails. Ceux qui se rencontrent aujourd'hui se sont toujours rencontrés. Quels sont les résultats? Ceux qui aspirent à participer à ce débat doivent être intégrés, c'est ce que vous dites. Mais c'est ça le creuset du débat dans une nation. Tous ceux qui manifestent des idées pour faire progresser la nation doivent être associés à tout débat pour que la nation aille de l'avant. C'est naturellement le bon sens qu'il exige. Allez, au-delà du fait que vous n'ayez pas participé à cette première rencontre sur le dialogue politique en Côte d'Ivoire, quel regard jetez-vous sur les premières conclusions issues de ce dialogue? Déjà, le fait que l'on se parle, que les tensions se soient calmées, que, on va dire, l'animosité disparaît, on s'en réjouit déjà. Par contre, les conclusions, il est trop tôt pour, on va dire, en tirer une quelconque satisfaction. Ce qui est certain, en même temps, c'est que ces personnes-là, nous tirons la sonnette d'alarme, parce que ces arrangements politiques, on sait ce que ça a donné depuis tant d'années. Et le problème du pays, ce n'est pas des rencontres, ce n'est pas ces fameux conclaves entre politiciens qui se multiplient depuis un certain nombre d'années. Notre pays a un problème de culture politique. Et c'est ce malaise-là qui À quel niveau se pose le problème de culture politique? Je vais peut-être le dire comme ça pour que tout le monde le comprenne. Notre société est habituée à cette culture des micmacs politiques. On est dans des arrangements permanents. Et vous qui aspirez à faire de la politique, peut-être que vous serez également de cette école de micmac politique. Mais c'est pour ça. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce qui nous différencie, c'est ce que je dénonce là. Ces arrangements, c'est ça qui nous irrite. C'est ce qui a jugé le fait que certains citoyens s'arrachent au tableau politique ambiant et décident de porter par eux-mêmes les aspirations qu'ils ont, les idées qu'ils ont décidé de transformer en mécanismes pour apporter plus de prospérité aux uns et aux autres. Ce que vous dites, c'est que ce soit bien, en tout cas, que les acteurs politiques, les principaux, se rencontrent, se parlent. Est-ce que vous concevez qu'on est sorti de la spirale de violence autour de la présidentielle du 31 octobre dernier?
Celui qui le dit, c'est méconnaître l'environnement politique ivoirien. Comme, nous sommes peut-être au 20e dialogue depuis 1999, et je pourrais même vous sortir les PV de toutes ces rencontres-là. C'est les mêmes choses. On ne va pas continuer à appliquer des solutions qui ne marchent pas. Il faut quand même essayer autres mécanismes, et ces mécanismes, c'est ce que nous proposons. Il faut un dialogue totalement holistique qui aille beaucoup plus large que le manège auquel on assiste en ce moment, qui puisse intégrer tous ceux qui ont suscité, en tout cas de l'engouement, de l'intérêt auprès de nos concitoyens, pour que toutes ces idées qui ont envie d'animer le débat politique, l'enrichir, le faire évoluer, puissent être prises en compte. La dernière présidentielle ivoirienne a été émaillée de violence, tout le monde l'a noté. Aujourd'hui, ce dialogue, de plus en plus, les termes de référence parlent d'une sorte de passer l'éponge sur tout ce qui a été passé, de passer à perte et profit, ce qui suscite un débat sur la politique, la pratique de la politique et l'impunité. Quel est votre avis sur cette question ? Et pour nous, c'est très grave. C'est d'ailleurs ce que nous dénonçons. Nous, en tant que citoyens, c'est toujours la même chose. Malheureusement, pour les Ivoiriens, on se retrouve avec des acteurs qui impulsent des actions, et derrière, ils font table rase, ils traitent le pays comme un certain gâteau qu'on se partage, et puis la vie reprend. Mais tous ces arrangements, c'est au détriment des citoyens. C'est pour ça que vous parlez de mettre fin à un cycle ? Ah bien sûr, c'est un cycle d'arrangement politique auquel il faut mettre fin. Je crois que ce n'est pas prétentieux de votre part ? C'est normal, c'est légitime. On est avec, on va dire, avec des acteurs qui peinent à nous délivrer. La politique a pour essence l'envie d'améliorer le quotidien des uns et de nous. On a des acteurs qui n'y arrivent pas, mais évidemment, il faut arrêter ce cycle. Tout le monde a servi parmi ces acteurs, ils ont tous servi. Comment arrêter ce cycle ? Mais le cadre démocratique nous montre le chemin, l'élection. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Aller compétir, mettre des idées au devant des Ivoiriens et que les Ivoiriens tranchent, qu'ils apprécient. Et quelles sont les idées motrices, les idées qui caractérisent votre positionnement aujourd'hui sur l'échiquier politique ? Alors, je veux dire, entre les idées que nous avions avant l'élection et les idées que nous avons maintenant après le contexte électoral, les idées ont bien évolué. Là où nous étions à l'époque en train de parler directement de l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens, c'est-à-dire que le se nourrir, le se loger, et les questions d'éducation, les questions de santé, mais aujourd'hui devient prépondérant la question de l'environnement juridique qui encadre même la nation. La question constitutionnelle devient une question prépondérante. Aujourd'hui... Quel est votre avis sur la Constitution actuelle ? La Constitution en elle-même n'a pas de problème. Les interprétations nous envoient dans tous les sens, aussi bien au niveau des intellectuels, des érudits du droit, ils sont eux-mêmes divisés, qu'aussi bien qu'au sein des petites populations que nous sommes. Donc, à ce niveau, il faut ramener à une constitution consensuelle qui parte du bas vers le haut. On ne peut pas imposer aux gens des mécanismes qui s'arrangent par le haut et après les populations ne sont que des faire-valoir. Non, ça ne marche plus. Il faut repartir vers le bas, sortir, on va dire, une constitution qui est consensuelle, qui permet à tous les corps constitués de la nation de se prononcer et après, on part sur de nouvelles bases. Vous en appelez donc à une révision constitutionnelle ou à une nouvelle constitution ? Que ce soit une révision, que ce soit une nouvelle constitution, au moins déjà qu'on marche dans le respect de la constitution qu'on se serait donnée. Déjà ça. Y a-t-il des dispositions particulières qui vous intéresseraient en termes de révision dans cette Constitution ? Je pense notamment à la limite d'âge. Nous, en tant que démocrates, la limite d'âge, en réalité, l'âge ne fait pas, ce n'est ni un avantage ni un handicap pour nous. En réalité, si on est dans un jeu démocratique clair, les Ivoiriens tranchants, ils sanctionneront ceux qu'ils n'estiment pas suffisamment aptes à exercer la fonction présidentielle. Donc, c'est pas un problème de fond, ça. Mais c'est une question aussi qui permet à vous, jeunes, qui aspirez à faire de la politique, d'avoir le champ libre. Oui, mais on n'aspire pas à des dons. On n'aspire pas à des dons, on n'assiste pas à des... C'est ce qu'on, d'ailleurs, on dénonce. Enfin, ce n'est pas un partage de gâteau. Non, vous avez assez... Poussez-vous, non. C'est la compétition des idées. Si nos idées priment sur les idées des anciens, mais elles vont directement nous porter au sommet. On n'a pas peur de la compétition. Il faut que la compétition, la confrontation des idées, il faut qu'elles aient lieu. Que les jeunes, malheureusement pour eux, ils ne s'engagent pas, ils ne portent pas des idées, mais les doyens seront toujours là. Ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Et à nous aussi de prouver que nous avons des idées pour leur permettre qu'ils mettent à défaut ce qu'ils nous proposent, pour que les Ivoiriens aient du choix.
Serge Djibré, dans bien de pays, dans bien de démocraties, pour aspirer à être président de la République, il y a quelque peu un schéma classique. Se faire élire en tant que maire, en tant que député, vous sautez toutes ces étapes et vous aspirez à être président de la République. Est-ce que, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de prétention? C'est vous-même qui l'avez dit, je suis un innovateur. Je suis dans ma tradition, je suis un innovateur, je fais ce que les gens n'ont jamais exploré. Et c'est le rôle, d'ailleurs, de nous, les jeunes, de porter des champs qui n'ont jamais été explorés. D'ailleurs, ces schémas qui ont été explorés n'ont jamais rien donné. Ces gens qui ont occupé toutes les fonctions, finalement, résultat. Est-ce que le fait que votre candidature n'ait pas été retenue finalement par le Conseil constitutionnel est un échec pour vous? Il n'existe pas d'échec dans la démarche d'une personne qui veut s'engager en politique. Et d'ailleurs, même dans la vie, il n'existe pas d'échec. Il existe au monde des étapes sur lesquelles on prend des constats et on repart. L'objectif, il demeure. Dans tous les cas, nous gouvernerons. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui dirigera la Côte d'Ivoire, assurément. Vous êtes très optimiste. Plus qu'optimiste, je suis certain. Les élections législatives approchent à grands pas. Ce sont des élections qui vous intéressent? Absolument. Vous serez candidat? Oh, la commission d'investiture des 1000 volontaires tranchera. Par contre, les 1000 volontaires auront des candidats partout, dans toutes les circonscriptions. Partout en Côte d'Ivoire? Partout en Côte d'Ivoire. Vous en avez d'Ivoire. les moyens, les ressources humaines? Mais les ressources humaines, elles existent. Seulement, ce qui nous manquait, c'était l'audace. Et nous avons fait péter le bouchon de cette retenue qu'avaient les citoyens vis-à-vis de la sphère politique, de l'atmosphère politique. Aujourd'hui, les citoyens ont repris confiance en nous. Notre projet de société le traduit clairement. Croyons en nous. Et le croyons en nous, il est pleinement en marche. Donc vous aurez des candidats 1000 volontaires, des sans-emploi, des retraités, des citoyens ordinaires seront candidats aux législatives face à cette classe politique qui est totalement éculée. Une classe politique totalement éculée. D'ailleurs, le jour du dépôt de votre dossier de candidature devant la commission électorale indépendante, à la sortie donc de cette séance, vous disiez l'heure du renouveau a sonné, renouveau des visages. Mais tout à l'heure, vous disiez par exemple que la limitation de mandat ne vous intéressait pas. Oui, mais alors que vous souhaitez qu'on voit de nouveaux visages. Oui, je dis que nous sommes des fervents amateurs de compétition. Nous ne sommes pas des gens qui appelons à des dons. On ne souhaite pas qu'on nous fasse des sièges, oui, non, prenez comme vous êtes jeune, voilà. Non, c'est pas cela. Par contre, on veut que la compétition ait lieu. Donc le renouveau des visages, c'est un renouveau des victoires. C'est parce que nous aurons vaincu, nos idées auront prévalu sur les idées anciennes que nous aurons ces sièges-là. Donc le renouveau des visages, c'est un résultat, ce n'est pas des dons. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté, d'être entendu par les Ivoiriens? Alors c'est l'inverse. C'est pas que j'ai le sentiment d'être écouté ou être entendu. J'ai plutôt le sentiment de porter la voix des Ivoiriens. Ils n'ont pas de porte-voix. Ceux qui pensent que la classe politique actuelle doit être évincée, ils n'ont pas de porte-voix. Tous ceux qui s'engagent en politique viennent rentrer dans les rangs, viennent emprunter les sentiers battus. Qui est-ce qui parle pour tous ceux qui sont déçus? Qui est-ce qui parle pour tous ceux qui sont victimes des actions des acteurs politiques actuels? Alors, en entendant les hommes politiques de façon générale, qu'on soit dans l'opposition, surtout dans l'opposition, ou qu'on soit dans le pouvoir, on dit, les Ivoiriens disent, les Ivoiriens pensent. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus représentatif des Ivoiriens que ces autres acteurs politiques? Les élections devraient le prouver. Malheureusement, elles ont été vidées de leur compétitivité. Mais les législatives le prouveront. On a parlé de renouveau des visages, renouveau des idées, mais surtout le renouveau des pratiques. Aujourd'hui, que vous regardez l'opposition ou le pouvoir, mais c'est les mêmes pratiques. On est beau changer de régime dans ce pays, on a l'impression que les mauvaises pratiques se transmettent d'un régime à un autre. Vous pensez à quelle pratique notamment? Moi, je vais prendre aussi simplement, basiquement pour nous, les citoyens. Là. Vous prenez les concours. Dans ce pays, vous avez des plus jeunes qui viennent vous dire un matin, vous pouvez m'aider à passer un concours. Qu'est-ce que ça veut dire? Aider quelqu'un, aidez-moi à passer un concours. Allez composer pour lui? Tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas une pratique qui est d'aujourd'hui. Elle existe et elle s'empire de jour en jour. Elle exister même si vous êtes aux affaires un jour. Mais c'est pour ça qu'il faut porter des idées. Il faut porter des idées pour permettre, aujourd'hui, à l'heure du numérique, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à encore traiter des questions de corruption sur un concours. Mais un concours, c'est 5 minutes. Quand on passe un concours, en réalité, ce n'est pas parce qu'on a le niveau, c'est parce qu'on va intégrer une formation pour aller... C'est des prérequis qu'on recherche. Donc aujourd'hui, avec une salle du numérique, en 10 minutes, vous avez mis des gens sur une QCM. Ils rentrent, ils composent, 2000 personnes, ils ressortent. On a des salles pour tout, pour danser dans ce pays. Une salle du numérique, c'est des PC installés là. Des gens viennent sur un écran tactile, des prérequis, on reprend en QCM. Tac, 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 en 10 minutes, c'est affiché du 1er au 2 millième. On connaît les résultats. N'est-ce pas plus facile à dire qu'à faire? Vous voulez que je le fasse pour vous? Moi, il y a plein de salles à l'université qui sont vides. On y met des PC. Même moi, je les offre, les PC.
Et c'est réglé, les Très bien. concours sont réglés. Alors, vous avez lancé le mouvement 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire. Est-ce un mouvement politique ou un mouvement de la société civile? Nous sommes un groupement citoyen. Nous sommes un groupement citoyen qui avons fini par constater qu'il n'y a plus une offre politique qui correspondait aux aspirations que nous avions dans nos salons. Nous avons constaté que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des idées pour le pays, mais qui sont en pleine souffrance dans nos tiroirs, dans nos maisons. On a décidé de les mettre en lumière, on a décidé de leur donner vie à travers ce groupement des 1000 volontaires. On s'est dit, c'est une locomotive citoyenne. Le symbole du 1000, c'est vraiment à l'image du train. Une locomotive, on s'est dit que s'il y a 1000 Ivoiriens, rien que 1000 qui veulent s'arracher aux mauvaises pratiques politiques ambiantes, on aura une série de renouveau qui va être lancée à l'image du train. On va tirer une série de wagons derrière qui vont permettre de transformer la nation. Pourquoi on a l'impression qu'on ne vous a pas suffisamment entendu, donner de la voix, et c'est au moment de la présidentielle qu'on vous a entendu ça et là. On a l'impression que finalement, ce qui vous intéresse, c'est le poste. Mais je vous ai et dit, non le changement des conditions de vie des Ivoiriens. Je vous ai dit tout à l'heure que notre action n'était pas sporadique puisqu'on sera présent aux législatives. Vous avez vu, vous avez vous-même posé la question de savoir si on serait présent partout. Ça traduit notre engagement déterminé. Et on n'est vraiment pas un feu de paille. Alors, Serge Djibré, vous dites il faut un changement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui nous regardent ce soir, nos téléspectateurs, nos internautes, se disent mais qu'est-ce qui va changer en Côte d'Ivoire si on lui fait confiance? Okay. Je vous ai fait tout à l'heure un pan de ce qu'on vous proposait déjà sur la question de la corruption. Mais en identifiant les problématiques... Vous les avez identifiées au préalable? Au préalable... Quand il est que vous souhaitez diriger le pays. Je vais reprendre un peu, nous, notre approche d'ailleurs, sur le projet de société que malheureusement nous n'avons pas pu présenter aux Ivoiriens. Il était entendu que nous, on a fait le constat que dans ce pays, les problèmes ont toujours été pris isolément. Vous dire qu'on prend l'éducation d'un côté, on cherche à régler l'éducation avec des salles de classe. On va construire des salles de classe, on prend la santé d'un autre, on prend le logement d'un autre. Mais en réalité, les problèmes dans un pays sont liés. Ils sont liés, ils ne sont pas compartimentés comme ça. Ce n'est pas chaque sujet dans son carcan. Si vous prenez la santé, mais la santé, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le cadre de vie, c'est l'éducation et c'est la maladie. Quand vous traitez que les infrastructures, on va construire des centres, vous ne traitez que la maladie qui est la conséquence. Vous vous comportez en réalité comme une équipe de football où tout le monde est dans les poteaux, on nous tire dessus, mais ça va bien finir par les buts, vous allez en prendre. Parce qu'en réalité, vous ne traitez que la conséquence. Si vous voulez régler la santé, il faut régler le cadre de vie, parce que si la personne est dans un cadre de vie qui n'est pas assaini, quand il vient le matin au centre de santé, vous aurez beau construire des centres de santé à tous les carrefours, il vient le matin, le soir, sa nièce, elle vient, parce qu'il dorme avec des moustiques. Si vous n'avez pas réglé l'éducation, les bonnes pratiques, la personne qui mange à côté des défections, naturellement, il se retrouve à l'hôpital. Donc, la santé, 3 pans, 3 leviers. Pour chaque problématique, il aurait fallu identifier les leviers et les corriger. Donc après, je vous prends, donc, si vous voulez, la maladie. Après, je vous dis comment on la règle avec les infrastructures, comment on trouve les financements. Soit je vous prends l'éducation, ça vous me fait parler de l'école qui elle-même est appuyée sur 3 leviers. Qu'est-ce que vous pensez de l'école ivoirienne? L'école est en souffrance. L'école est en souffrance. Sur le même principe des 3 leviers. En souffrance, quelles sont les solutions que vous proposez? Pour l'école, pour l'éducation, toujours le même principe des 3 leviers parce que ce n'est pas isolé. L'école, vous avez naturellement le niveau des enseignants qui plafonne le niveau des apprenants. À côté du niveau des enseignants, vous avez ce qu'on appelle aussi l'intérêt. L'intérêt de l'apprenant. Ça veut dire que l'élève, s'il n'a pas envie de l'école, l'école ne donne plus envie parce qu'elle est en déphasage avec le monde moderne. Nous avons été dans une culture du tout apprendre. Moi, je suis de la génération où on a tout appris. Il fallait tout connaître par cœur. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'information où tout est à trouver. Donc, dans un monde où la recherche, où le jeune dehors, il a son téléphone, il a besoin d'une info, il recherche tout de suite, vous le ramenez où il faut tout apprendre. Mais évidemment, l'intérêt est cassé. L'école devient, on va dire, quelque chose de pénible. Donc, avec cette pénibilité, vous êtes sûr que l'intérêt est cassé. Pour régler l'intérêt, il aurait fallu repartir directement en phase avec comment fonctionne le jeune dans sa vie traditionnelle, c'est de pouvoir fonctionner à document ouvert. Vous aurez réglé à la fois la question de la tricherie, vous aurez réglé la question de la pénibilité de l'école, il y aurait donc plus d'anxiété à venir à l'école, et ceux qui n'y arrivent pas à document ouvert, on pourrait les orienter vers de la professionnalisation. Donc il faut alléger les choses. Si vous formez quelqu'un qui doit tout savoir, en réalité, finalement, dans un monde actuel, vous formez un buté. Parce que dans le monde du travail, il n'y a jamais quelqu'un à qui on donnera une tâche sans lui permettre d'aller fouiller
puis il veut venir avec tous les documents pour trouver la réponse. Ce qu'on veut, c'est des résultats. Donc, il faut sortir de cette société butée qu'on a construite. Il faut couvrir maintenant, c'est des gens qui sont capables de comprendre la différence. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui empêche notre société d'être aussi réceptive à la culture de la différence. Parce qu'en réalité, quand on a tout appris, quand quelqu'un vous dit que quelque chose se fait autrement, vous dites non, ça, j'ai jamais vu, donc ça n'existe pas. Il faut corriger cela. Serge Djibré, il y a une question qui a été érigée en priorité par le pouvoir et l'opposition. C'est la question de la réconciliation nationale. Que disent les 1000 volontaires pour changer de la Côte d'Ivoire de la réconciliation nationale? OK. Le problème de la réconciliation nationale, moi, à la limite, souvent, je suis dégoûté quand j'entends cette question. Pourquoi? C'est un épiphénomène pour vous? Non. Le problème, en réalité, c'est la réconciliation entre les dirigeants et les populations. Le problème de ce pays, c'est la justice. C'est la justice. Les citoyens, en fait, ils ont un profond sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice qu'ont connu ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en son temps. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Sentiment d'injustice que ceux du camp d'en face retiennent. On est dans un pays qui est adossé à des clivages. Si on veut réconcilier les gens, il faut simplement que la justice ait lieu. Et quand on parle de justice qui parte des sujets qui nous ont mis en difficulté depuis minimum les années 2000, sinon 93. C'est quoi ces sujets pour vous? Bon, les sujets, en fait, si on veut les ressortir un par un, on vous fait vraiment un petit chapelet. Mais quelques-uns. On vous prendra le coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. On vous prendra la rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous prendra les élections de 2010. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous prendra les événements de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous avez tous les drames qui se sont passés dans les différentes régions, à l'ouest et tout ça. Ces questions, il faut les ouvrir. La réparation, tout ça, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut que les gens soient rassurés sur le fait que ces événements ne pourront plus se reproduire sans que les uns et les autres aient en face d'eux un État qui applique le droit et qui punit ceux qui agissent en dehors des règles et qui protège ceux qui sont dans le... Mais vous l'avez dit à l'entame de cette émission, quand il s'agit de faire le bilan de toutes ces crises que la Côte d'Ivoire a connues, après on arrive à des dialogues entre politiques et finalement tous les dégâts sont passés par perte et profit. Ouais, c'est pour ça que ce genre de dialogue, ils sont maintenant à proscrire. Il faut créer un nouveau type de dialogue, qui est un dialogue citoyen par excellence, auquel les politiciens seront d'ailleurs invités, mais il faut que les citoyens, à travers ceux qui ont manifesté l'envie de participer à l'animation de la cité, parce que c'est ça la politique. La gestion de la cité, c'est rien d'autre. On ne peut pas, nous, citoyens qui sommes les maîtres de la cité, être exclus de la gestion de la cité, et puis des gens s'arrogent ces droits par procuration de décider pour nous, et la vie reprend. Non, c'est faux. Il ne faut pas continuer de faire des arrangements politiques, et quand ça se détériore, on appelle la population à la rescousse. Ce sentiment-là, il arrivera un jour où on aura une révolte, mais ça ne sera pas une révolte contre un parti, ça ne sera pas une révolte contre un pouvoir, ça sera une révolte contre les politiques. Et on n'en est pas loin. Vu comment les choses tournent depuis tant d'années, on n'en est plus loin. On va faire exploser le vase. Alors la question de la réconciliation nationale est tellement importante que l'exécutif a mis en place un ministère en charge de la réconciliation nationale, lequel ministère est porté par Kouadio Konan-Bertin, que vous connaissez certainement. Quel est votre avis sur ce qu'il attend? En tant qu'Ivoirien, je souhaite que ça aboutisse. Mais après aussi, en tant que, on va dire, observateur et même analyste de la vie politique, c'est du déjà vu, quoi. Après, le casting lui-même, il est aussi tellement bancal que les chances s'amenuisent. Déjà, pour réconcilier, il faut donner envie aux gens de se parler. Mais pourquoi ils ne donneraient pas envie? Mais je crois que les élections ont prouvé. Il y a eu un résultat qui vous montre que les gens n'ont pas envie qu'ils soient leur porte-voix. Quand on fait un résultat de ce type, on doit plus ou moins se remettre en question. Vous aurez été jusqu'au bout de cette présidentielle, vous pensez pouvoir faire mieux que lui? Gagner d'ailleurs, je vous rassure, on aurait gagné. Même pas faire mieux, on aurait gagné. On ne part pas à ces compétitions-là pour... C'est très optimiste. Dernièrement, sur la scène politique, de plus en plus, il est question que les jeunes souhaitent le retrait de la vie politique des doyens de la politique ivoirienne. Je pense à Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Votre point de vue sur la question? Ma position, je l'ai dit tout au long de cette émission, moi je ne suis pas pour l'exclusion. Je suis pour le débat, je suis pour la compétitivité et que les meilleures idées priment sur les idées des autres. Et d'ailleurs, moins
on est d'Ivoiriens à contribuer au débat politique, moins on a d'idées. Donc il faut qu'il y ait cette pluralité d'idées, il y ait la compétition, c'est comme ça que la nation va avancer. Il ne faut pas exclure les uns et les autres, il faut que les idées, au contraire, elles soient de plus en plus nombreuses. Celles des anciennes, on leur cite. D'ailleurs, ces anciens, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon. Si nous, nous sommes que dans la critique, dans l'observation, eh bien, on n'aura rien. Il faut être aussi dans l'action, dans la proposition. Et puis, d'ailleurs, les idées vont se confronter, et puis les Ivoiriens choisiront. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire est devenue un pays très attractif pour les investissements. Votre point de vue sur la question ? On devrait tous s'en réjouir. Et d'ailleurs, on doit continuer sur cette tendance. Malheureusement, la situation du Covid est venue, on va dire, couper un peu cette dynamique, mais à l'échelle internationale. Et nous en réjouissons. Nous considérons que sur ce terrain-là, les choses sont quand même assez reluisantes. Assez réalisante d'un point de vue infrastructurel aussi. Bien sûr, mais nous aurons proposé beaucoup plus loin. Nous envisageons de faire de la Côte d'Ivoire un hub logistique. Vu notre positionnement dans la sous-région, dans notre projet de société, c'était très clair. Vous avez identifié des infrastructures en particulier ? Ah oui, le port, on mutualiser d'abord tous les ports, faire un port sec au nord, et puis derrière, après l'aéroport, aussi faire un hub qui devrait permettre à toute la sous-région d'avoir à l'image d'Amsterdam ou de Anvers en Europe. Il y a des questions qui fâchent en Côte d'Ivoire, notamment la question de la nationalité. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ? Sur la question de l'immigration, les questions qui fâchent, je vais même aller plus loin, l'immigration, le foncier, ces grandes questions-là, il faut quand même retourner à des fondamentaux. Il faut retourner à des fondamentaux. Quels sont-ils, ces fondamentaux ? Il faut faire intervenir les propriétaires terriens. On va dire retourner dans les régions, permettre prendre en compte les aspirations, les récriminations des propriétaires terriens et puis trouver des ajustements. Et dans notre réforme sur la question du foncier, il était prévu aussi que la terre, qu'on ait une entité qui soit, on va dire, une autorité du foncier qui récupère tous ces terrains-là pour pouvoir, à un moment, passer de la question de la vente de la terre à la question, on va dire, de la location usufruite des différentes terres. Mais c'est des sujets sur lesquels il faut beaucoup être prudent pour ne pas heurter les sensibilités des uns des autres. En tant qu'aspirant à diriger, c'est des questions sur lesquelles il faut aller avec beaucoup de tact. Est-ce que vous avez l'impression que les Ivoiriens, vos concitoyens, sont très portés sur le civisme ? Vous voulez que je fasse le procès de mes concitoyens ? Pas du tout. Alors, je vous pose juste une question. Alors, normalement oui, mais après nous sommes une société qui est en panne de modèles. Donc vous voyez que quand les modèles qui sont mis en avant n'inspirent pas, ne mettent pas en relief ces questions de civisme, ces questions on va dire, de respect des règles. Après, on a ce qu'on sent dans la société, c'est les conséquences. C'est le reflet de ce qu'on a de plus en plus en modèle dans notre société. Et ça aussi, c'est à corriger. À corriger comment ? À corriger, moi je vous dis simplement là, dans un quartier de Yopougon, si vous offrez des maisons à des enfants parce qu'ils sont au CP, ils ont été premiers de classe au CP1, vous offrez des maisons à leurs parents, vous savez que dans le quartier, ce qui va se passer, c'est que tout le quartier va dire à son enfant, tu as vu celui-là ? Comme il a bien travaillé, ses parents sont maintenant partis à Cocody, on leur a fait une maison à cause de lui seul. Mais non, en face, aujourd'hui, qu'est-ce que font tous les gens ? Ils envoient leurs enfants dans les écoles de football. C'est le raccourci, la culture du raccourci. Mais on a très peu de chances de finir en Didier Drogba plutôt que dans une école de football, c'est pas forcément un raccourci. Non, mais je veux dire, quand on envoie tous les enfants à l'école... Non, quand on envoie tous les enfants à l'école de football, j'espère que le sport, c'est beaucoup plus large que jouer au foot. Absolument. Donc, quand l'enfant va à l'école de football, il faut aussi que derrière, on prépare que le petit peut finir arbitre, quoi. Il ne finira pas Cristiano Ronaldo. Mais quand on pense qu'il finira Cristiano Ronaldo, tout n'est que pression sur ce jeune homme, qui y est allé par passion. On ne bâtit pas une nation comme ça, dans l'exclusive. Très bien. Serge Djibré, est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve ? Je pense que j'en ai même trop dit. Très bien. Alors à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. D'accord. La première question d'internaute nous vient de Sébastien Kouao qui nous dit « Pourquoi avoir commencé directement par la présidentielle ? Il faudrait peut-être revoir vos ambitions à la baisse. »
Vous l'avez dit, hein, moi. Absolument. Voilà. Vous pouvez apporter Alors, un complément. vous l'avez dit que je suis un ambitieux, mais les volontaires sont des ambitieux, d'abord. Les volontaires sont des ambitieux, et mieux, nous sommes une nation qui ne rêve plus. Aucune nation ne peut se bâtir sans rêve. Et nous devons incarner ce rêve-là. Vous pensez que nous sommes plus ambitieux que le président Houphouët-Boigny qui a lutté contre le travail forcé? Vous ne pensez pas que c'était plus compliqué? Il avait très peu d'intellectuels. Il avait des gens apeurés, des gens flagellés. Mais il leur a dit non, on y va. Il faut qu'on se batte et qu'on puisse transformer les choses jusqu'à l'indépendance. Il créa le RDA. Mais écoutez, ce n'est pas aujourd'hui où nous avons toute cette liberté, ce numérique, que nous allons revoir nos ambitions à la baisse. Le pays est en panne. Il faut que certains se lèvent. Donc, à l'image de cette locomotive, nous portons ces ambitions-là. Je l'ai dit, nous sommes ambitieux et mieux, nous sommes des innovateurs. Donc, vous voyez, 6 mois après, nous sommes face là où se mettent naturellement des gens qui ont 30 ans de carrière politique. Donc, notre ambition, elle doit être d'ailleurs même réévaluée. Très bien. Prochaine question. Êtes-vous intéressé par les législatives? Si oui, dans quelles circonscriptions et quelles sont vos chances? Alors, la première question, vous y avez répondu au cours de l'émission. La question que je n'avais pas posée, dans quelles circonscriptions et quelles sont vos chances? D'abord, je suis au service des volontaires. Donc, les volontaires, nous avons tout un processus. D'ailleurs, je profite pour faire cette annonce. Dès le 4 janvier, les 1000 volontaires feront la présentation officielle de leur plan pour les législatives 2021. Donc, à cette occasion, vous aurez tout. Vous aurez notre plan d'action, vous aurez le collège de collecte des intentions de candidature, parce que nous allons accueillir dans le panel des 1000 volontaires toutes les candidatures citoyennes. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un risque que ce soit tard? Les législatives, c'est probablement pour le mois de mars. Ben oui, mais nous avons travaillé aux législatives depuis le 6 juin. À quel moment vous allez identifier les candidatures, les emmener sur le terrain pour faire campagne et tout le reste? Alors, je vais vous poser une seule question et je crois que vous aurez la... C'est moi qui pose les questions. Donc, je vais vous présenter un tableau et je crois que vous aurez la réponse. Vous savez, si vous allez à Bobo et que les Bakaman font leur liste pour la mairie, vous pensez qu'ils ont besoin de faire campagne? Bah ouais, on a toujours besoin de faire campagne. Non, on fait campagne pour informer l'électeur, mais quand l'électeur, c'est lui-même le candidat, le vote est légitime, ils attendent le dimanche, ils vont voter. Donc... Très bien. Alors, la prochaine question nous dit... expliquez-nous comment 1000 volontaires peuvent-ils changer la Côte d'Ivoire? D'accord. Souvent, on dit que je suis un peu méchant dans mes réponses, mais je veux dire qu'on aurait pu faire revoir l'émission à notre interlocuteur, il aurait toutes les réponses. Mais comment les 1000 volontaires peuvent changer la Côte d'Ivoire? C'est déjà l'engagement. Les 1000 volontaires, je l'ai dit, nous sommes 22 millions en réalité de volontaires. Nous devions chacun à son niveau réveiller le leader qui dort en chacun de nous. Souvent, les gens nous disent « Non, qu'est-ce que vous comptez faire ?» et tout ça. Mais je dis « Non, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? À moins que tu considères que le tableau actuel soit réluisant. Moi, je suis peiné quand je suis chez moi. Les 1000 volontaires, ce n'est pas moi. Les 1000 volontaires, c'est la rencontre de personnes qui sont autant peinés que moi, qui se disent « mais le pays va mal. Nous, on veut y vivre, on y vit avec nos enfants, nous sommes dans une situation qui craint. On a appréhendé 2020 comme une situation, comme une zone à risque. Évidemment, nous sommes arrivés au clash. Il faut donc que des gens se lèvent, prennent leur bâton de pèlerin et produisent des idées pour améliorer notre société. Et c'est tous ensemble qu'on pourra le faire. C'est tous ensemble. La question suivante. La question dit quelle est votre idéologie politique? Comment vous situez-vous par rapport aux antagonistes de la crise actuelle? Nous sommes totalement aux antipodes. Parce que la crise actuelle, c'est le résultat des acteurs politiques actuels. C'est pour ça que nous avons voulu participer au débat, pour apporter une offre nouvelle aux Ivoiriens. Le pays est en panne d'offres politiques. On ne fait que des oscillations entre demain le RDR, le FPI, le PDCI. Mais non, même à l'intérieur de ces partis, il est appelé au renouveau. Il est appelé au renouveau. Donc nous appelons à un engagement tout azimut pour proposer autre chose. À la limite, ce n'est pas à nous qu'on devrait poser la question. Quelle est l'offre politique de la classe politique actuelle? Quelle est l'offre politique? On est dans des fanatismes. Il faut en finir avec ces fanatismes-là. Je serais heureux de voir des fanatismes autour des idées. Mais notre pays va à reculons. Très bien. La prochaine et dernière question nous dit, vous avez émis des idées pour lutter contre la corruption dans les concours. Que répondriez-vous au gouvernement si celui-ci vous appelait au portefeuille de la fonction publique notamment? D'accord, mais je crois que cette question... Dans le tableau politique, tous les contacts ont lieu.
tous les contacts ont lieu. On ne peut pas épiloguer sur ces questions comme des prophéties. Par contre, je vais peut-être reprendre en bottant en touche. Mais justement, cette émission ne permet pas de botter en touche. Vous êtes tenu de répondre sans réserve. À la limite, pour dire, avant de dire que c'est nous qui devons distribuer les postes, puisque nous aspirons à gouverner, donc nous le ferons. En l'état actuel des choses, vous n'avez pas ce pouvoir. En l'état actuel, allons-y, prenons les choses step by step, comme on le dit. Nous irons aux législatives, nous ferons campagne sur un projet de société, aux législatives d'ailleurs, nous ferons campagne sur nos idées, sur des projets de loi, sur des réformes, que si les candidats volontaires sont portés massivement à l'Assemblée, ces réformes seront proposées et naturellement, comme il a parlé de réforme des concours et tout ça, ces lois d'ailleurs, ce projet de loi sur la suppression des frais de concours, qui n'ont aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi on fait payer des concours à 40 000 personnes et après il y a 700 admis. C'est dangereux d'ailleurs. Donc, toutes ces questions, c'est avec des lois qu'on peut modifier ce contexte-là. Donc, nous irons au Parlement modifier. On n'a pas besoin d'aller forcément dans un gouvernement pour... Après, il y a la solidarité gouvernementale. Si on n'est pas en phase avec l'ensemble des positions, c'est très délicat de faire manœuvre et de porter des idées à l'intérieur des gouvernements. Partant, le Parlement nous offre un vrai levier républicain pour porter nos réformes. Serge Djibré, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.